Et c'est là où je me suis levée, je suis partie. Et en fait, je me suis enfuie. Voilà. Et je me suis enfuie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, puisque moi, je n'étais pas là. Mais j'imagine que, voilà, à mon avis, ils n'ont pas joué au domino, quoi. Alors bonjour, je m'appelle Marjolaine Buis, j'ai 43 ans, j'habite à Paris. Vous m'avez connue en 2003 avec Greg le Millionnaire, puis j'ai eu ma propre émission en 2004 avec Marjolaine et les Millionnaires, et par la suite j'ai animé différents programmes de télévision. Alors moi je suis issue d'une famille d'origine vietnamienne. Mon père vient du nord, donc de Hanoï, ma mère du sud, de Saigon. On est venu en France en tant que réfugiés politiques puisqu'il y a eu la guerre, comme vous le savez, au Vietnam. Moi je suis née en 81, je suis née après la guerre, et j'ai grandi donc avec une culture française, mais je sais parler vietnamien. Alors mes parents sont venus dans les années 60-70, donc quand il y a eu la guerre. Et au début, c'était très compliqué parce que moi, mes parents, en fait, avaient déjà eu 10 enfants. Quand on a 10 enfants au Vietnam avec des nounous, c'est pas la même chose que quand on arrive en France, en fait, sans nounou. Donc ma mère, elle doit s'occuper en fait des 10 enfants, donc ça, c'est pas évident. Donc ça a été très dur pour eux au départ. Et comme ils sont venus en tant que réfugiés politiques, il a fallu en fait s'adapter au système, s'adapter à tout ça. Heureusement, ils ont eu la chance en fait d'avoir ramené un certain patrimoine, donc ils ont investi dans l'immobilier. Donc mes parents sont rentiers de l'immobilier, et mon père en fait était dans la politique. Donc il est venu en tant que réfugié politique, donc il ne pouvait pas rentrer au Vietnam pendant pas mal de temps. Et ça a été très dur pour eux parce que quand vous grandissez dans un pays où vous n'avez pas le droit de revenir en fait dans le pays, en fait c'est comme si on vous arrachait vos origines, on vous arrachait vos racines. Donc pour eux, ça a été très dur au début. Moi, je suis née en France, donc j'ai pas ressenti trop ça. Mais c'est vrai que j'étais assez tiraillée entre la culture vietnamienne et la culture française. Alors mon père, en fait, faisait partie des plus gros industriels en cosmétique et en parfumerie au Vietnam. Donc il faisait partie des puissances industrielles les plus importantes du pays. Donc le président, en fait, s'entourait des 10 chefs d'industriels les plus importants pour pouvoir avoir des conseils économiques. Donc mon père, il était son bras droit, ministre de l'économie aussi. Donc c'est vrai qu'à la maison, on recevait le président, on recevait les ministres. Quand j'étais toute petite, on faisait pas mal, mes parents faisaient pas mal de réceptions. Et du coup, j'ai grandi dans cet univers-là, très privilégié. Quand j'étais petite, là où c'était difficile, c'est que, bon, en fait, on avait une très grosse propriété. Et en fait, par rapport aux autres, il y avait un espèce de décalage. Et je sentais le regard des autres qui me voyaient différente en fait. Et en plus, j'avais pas le droit de faire des choses comme les autres. Moi, mes parents, il fallait que je fréquente des gens du même niveau. Donc il y avait certaines copines où j'avais pas le droit de les fréquenter. En fait, quand elles venaient à la maison, mon père en fait faisait un espèce de carnet pour savoir ce qu'elles faisaient, d'où elles venaient, ce que faisaient les parents, tout ça. Et si ça correspondait pas aux cases, j'avais pas le droit de la fréquenter. Du coup, j'ai fréquenté des copines en cachette. Ça, mon père, il ne le sait pas. Je les ai rentrées par la porte de derrière pour venir à la maison, tout ça. Et du coup, je comprenais pas. Je comprenais pas ça. J'avais pas le droit d'aller au boom. J'avais le droit d'aller que dans des garden parties de gens du même niveau social. Et moi, je comprenais pas tout ça en fait quand j'étais petite. Maintenant, c'est vrai que je comprends un peu plus ce côté protecteur. C'était plus pour nous protéger qu'autre chose. Voilà. Alors moi, sur les 14 enfants, je suis la 12e enfant, 7e fille. Il y a 8 filles et 6 garçons. Et en fait, tous mes frères et sœurs ont tous fait des études pour être avocat, médecin, tout ça. Et en fait, je suis un peu le seul, le petit canard, vilain petit canard noir. Qui a choisi une vie artistique un peu bohème, un peu saltimbanque. Et j'ai été pas mal rejetée au début par ma famille parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas mes choix, ils ne comprenaient pas que je ne prenne pas la voie classique en fait. Moi j'ai fait un bac SP physique-chimie, donc j'étais quand même une tête. Mon père il voulait que je fasse médecine parce que j'avais des compétences, j'étais forte et tout. Mais moi, le sang, être avec des gens malades, les hôpitaux, tout ça, ça m'angoissait. Moi j'aime le beau, j'aime ce qui est esthétique, à l'époque j'aimais les paillettes. Faut se l'avouer, j'aimais bien tout ce qui brillait. Moi, tu me mets dans un bureau enfermé, je peux pas, en fait. J'ai pris une voie vraiment complètement différente de mes frères et sœurs. Alors, ça a été très problématique au début parce que j'étais très rejetée par mes frères et sœurs et par mes parents. Et petit à petit, ils ont un peu compris. Ils ont un peu compris ma démarche. Ils ont compris que finalement, je voulais faire ce que j'aimais avant tout. Et c'est sûr que c'était pas une carrière d'avocate ou de médecin ou autre. Mais c'était quelque chose dans lequel je me plaisais. En fait, j'ai fait Greg le Millionnaire parce que mon père en fait était malade.
S'il n'avait pas été malade, j'aurais jamais pu le faire. Il m'aurait découpé en 4, il m'aurait mis dans un sac poubelle et hop, à la benne à ordures. Donc en fait, il était malade, il a eu une rupture d'anévrisme. Donc comme il a eu une rupture d'anévrisme, il était plus très conscient. En fait, il reconnaissait même plus ses enfants. Et ce qui m'a permis moi en fait de me libérer. J'étais un peu comme un oiseau en cage, sous la pression en fait du patriarche. Et en fait, le fait qu'il soit tombé malade, j'ai pu un peu voler de mes propres ailes. J'ai pu démarrer avec Greg le Millionnaire en 2003. En 2004, il est décédé, donc j'ai fait Marjolaine. Et en fait, c'est vrai que quand je regarde mes émissions de l'époque, je me rends compte que j'ai un virage à 180 degrés de toute l'éducation que j'ai eue en fait au départ. Parce que moi, j'étais un peu un petit oiseau dans une cage dorée. Et en fait, avec la maladie de mon père, le décès, tout ça, j'ai pris un virage à 180 degrés. Moi, quand je regarde mes émissions, je ne me reconnais même pas en fait. Je me dis, mais en fait, je suis une jeune effrontée, tout l'opposé de l'éducation dans laquelle j'ai été élevée. Et en fait, ça m'a amusée parce que je me suis dit, en fait, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de libérer toute cette, je sais pas, cette énergie que j'avais en moi ou que j'avais en fait enfermée, enfin qu'on avait enfermée pendant 18 ans, 19 ans, parce que j'étais très jeune à l'époque, j'avais 21 ans, je crois. J'avais 21 ans à l'âge de quand j'ai fait les Greg. Donc en fait, j'avais besoin de vivre ça. Et aujourd'hui, je rééquilibre en fait tout ça. Alors j'ai eu, du coup, j'ai fait un virage à 180 degrés et petit à petit, en fait, je reviens à mes racines, je reviens à mon éducation. Et là, aujourd'hui, j'ai une vie beaucoup plus équilibrée, plus rangée, avec un enfant. Je suis séparée du papa, chose que mes frères et sœurs ne font pas dans les familles traditionnelles. Mais après, moi j'ai la chance d'être née dans les dernières, comme je suis la 12e enfant des 14, donc la pression des valeurs traditionnelles, tout ça, elle est moins forte sur les derniers enfants que sur les premiers enfants. Les premiers enfants doivent toujours montrer, on va dire, l'exemple aux petits, et les petits, ils ont un peu plus de liberté, quoi. Alors moi, à l'époque, j'étais étudiante au cours Florent. Je faisais les cours Florent et je faisais l'école S-Mode, qui est une école de styliste modéliste. Et la directrice de casting en fait m'a repérée sur le casting quand j'étais étudiante donc au cours Florent, et elle a envoyé du coup mon profil un peu à toutes les boîtes de prod, les chaînes de télé et tout ça. À l'époque, faire de la télé-réalité, c'était quelque chose de nouveau, ça n'existait pas, et surtout c'était prestigieux en fait d'entrer dans la télévision. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on casse un peu tout le monde dans la rue, un peu partout, mais à l'époque c'était vraiment un cercle très fermé. Donc quand on rentrait dans l'univers de la télévision, du cinéma ou des médias, peu importe, c'était un cercle qui était très prestigieux. Donc quand on m'a proposé, à l'époque, on m'avait proposé un premier projet qui s'appelait L'île de la tentation. Donc le principe, c'était de casser des couples. Sur le principe, en fait, ça me plaisait pas trop. Moi, je voulais pas casser des couples. En plus, j'étais jeune. Moi, j'avais fait mon premier bisou à 21 ans. J'avais pas eu de fleurs ni rien du tout avant. Moi, j'ai fait Greg le Millionnaire, j'avais 22 ans. Donc, j'étais vraiment encore très précoce dedans. Donc, le principe, en fait, de casser des couples, c'était pas mon truc. Et quand on m'a proposé, en fait, le projet de Greg le Millionnaire, c'était un gentleman qui cherchait la femme de sa vie parce qu'il était trop occupé à la rencontrer ou à sortir avec des femmes. Donc là, le principe était assez sympa. Moi, j'avais très peu d'expérience encore à l'époque. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, j'ai démarré comme ça. Alors, quand je rentre dans l'émission de Greg le Millionnaire, je me rends compte que déjà, la maison, je la connaissais. Parce que j'étais venue plusieurs fois à Ibiza en vacances. Et Ibiza, c'est très petit, hein. Tout le monde se connaît. Toutes les personnes en fait, qui ont des villas où ils font des soirées, elles sont connues, quoi. Donc, il n'y en a pas 150 non plus. Et cette villa, en fait, je la connaissais parce que j'avais déjà été en vacances dedans. Donc je savais qu'elle n'était pas à lui. Et comment dire, dans les nuits parisiennes, on est vraiment un tout petit cercle en fait. C'est un peu la jeunesse dorée parisienne et on se connaît tous entre nous. On a toujours des contacts, on sait toujours qui est qui. Et donc quand j'arrive dans la maison, déjà, je me dis tiens, c'est bizarre, la maison je la connais, j'ai déjà été. Et Greg, il me dit quelque chose sur le moment, mais j'ai pas compris sur le moment qui il était. Et au fur et à mesure de l'aventure, je me rends compte qu'en fait, effectivement, je l'avais déjà vu. Et en fait, je l'avais vu comme gogo dancer, il avait dansé dans une soirée à l'Asiane, à Paris, et dont mes amis avaient le restaurant. C'était des soirées asiatiques et tout ça, je crois que c'était pour le Nouvel An ou quelque chose comme ça. Et je me souviens très bien qu'il avait dansé dans cette soirée-là. Donc c'est là en fait que je commence à tilter. Et c'est au moment où en fait j'ai discuté avec lui, donc on se rend compte qu'effectivement on connaît les mêmes gens, puisque ça fait partie de la nuit parisienne. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a virée. Ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a virée, du coup, moi, je suis partie dans la maison des éliminés. Et quand je suis partie dans la maison des éliminés, j'ai demandé, en fait, j'ai fait le mur.
Je suis sortie en pleine nuit et j'ai été voir un ami qui avait un bar juste à côté de la maison que je connaissais et qui m'a trouvé une voiture qui m'a emmenée donc, dans une boîte de nuit. Et dans la boîte de nuit, ben, j'ai rencontré un copain à moi qui avait une maison donc à Ibiza. Je lui ai emprunté son téléphone, j'ai appelé le propriétaire, je lui ai demandé s'il avait vendu sa maison. Il m'a dit que non, il m'a dit bah non, je l'ai loué à une boîte de prod. Et c'est là où, en fait, où j'ai découvert tout le pot de rose. Mais l'aventure, en fait, je l'ai vécue sans le savoir, je l'ai su qu'à la fin. Donc tout ce qui s'est passé pendant l'aventure, c'était naturel, quoi. C'était vraiment, c'était pas prévu, voilà. Bah, moi, quand je suis sortie de l'émission et que j'ai vécu donc, cette notoriété très soudaine, j'ai pas trop compris au début parce que comme c'était nouveau, hein, on était protagonistes des émissions donc, de Greg et de Marjolaine, donc on connaissait pas l'impact. On avait vu Love Story avec Loana, mais sur les émissions de dating, on était vraiment les premiers. Et en fait, c'était comme une espèce de machine énorme qui vous emmène dans un espèce d'engrenage et en fait, vous vous laissez porter. Par ce qui se passe, où en fait vous ne vous contrôlez pas vraiment. Et l'entourage est super important. L'entourage en fait qu'on crée pour l'accompagnement, dans tout ça, il est très important. Et moi, je ne me suis pas super bien accompagnée. Moi, quand je suis sortie de la télé-réalité, j'ai compris à ce moment-là que le monde du cinéma et le monde de la télé, c'était vraiment deux mondes à part, qui n'étaient pas compatibles. Et ça, on s'en aperçoit qu'au moment où on le vit. Nous, en tant que téléspectateurs ou derrière l'écran, on ne sait pas en fait qu'il y a cette guéguerre un peu bizarre entre la télé et le monde du cinéma. Du coup, je me suis aperçue qu'en fait, ça n'allait pas être compatible. Donc je me suis dit, bon, vu que ma carrière en tant que comédienne, elle allait être compromise, je me suis plus lancée dans la carrière en tant que présentatrice télé, enfin animatrice télé. Et là j'ai enchaîné en fait avec Bull Run USA, Les Fous du Rallye, Le Manoir de la Peur. J'ai présenté François Rollin sur Paris Première. J'ai présenté Payit aussi sur Game One, le groupe MTV. Du coup, je me suis plus lancée dans l'animation en fait en tant que présentatrice télé. Et j'ai tourné un film par contre. J'ai quand même tourné un long métrage en 2007, je crois, au Vietnam, où c'est un film d'auteur. On a gagné le Film Festival Award à Houston. J'ai fait toute une tournée aux États-Unis, mais il n'a pas été distribué en France. Bon, je sais pas pourquoi. Par contre, il a super bien fonctionné en Asie, donc au Vietnam et aux États-Unis. Voilà. Mais ça a été le seul film que j'ai fait. Alors, j'ai été draguée par Leonardo DiCaprio. Ouais. J'ai été draguée par Puff Daddy à l'anniversaire qu'il avait fait à Marrakech quand il avait affrété 3 avions là-bas. Mais heureusement pour moi, je suis partie avant. Je me suis enfuie en fait. En plus, c'est avec ce qui se passe en ce moment, mais ça ne m'étonne pas parce que ouais, je me suis retrouvée dans une pièce avec Esther Canadas, Naomi Campbell, machin, elle va pas comprendre où j'étais, mais tout le monde était complètement perché. Moi, j'étais pas du tout dans ce délire-là. J'avais 22 ans, 23 ans en plus. Non, c'était avant la télé en plus. Ouais, c'était avant la télé, donc j'avais 21 ans. Donc c'était avant que je sois connue en plus, quand ça arrivait. Enfin, j'étais aux prémices en fait. Et heureusement, je suis partie de cette chambre-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre-là, mais clairement, toutes les filles qui étaient là, elles étaient dans un autre univers, c'est sûr. Et j'ai été draguée par Vin Diesel aussi, qui a été super gentleman, très gentil. Mais après, c'était plus de la dragouille, c'était pas vraiment de la vraie drague. C'était plus, ils essayaient, mais si vous voyez que ça ne fonctionnait pas, bon bah ouais, ils passaient à autre chose, comme tous les hommes, je pense. Mais c'était pas de la drague acharnée, voilà. Alors moi, quand l'histoire est arrivée avec Puff Daddy, ça m'étonnait pas parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la fête. Et qui dit fête, dit forcément alcool, parfois substances illicites, beaucoup de femmes, souvent qui sont là pour rencontrer un peu des stars ou voilà, des pseudo-princes charmants. Donc forcément, quand tu pars dans cette optique-là, tu attends que... Enfin, il faut donner quelque chose en retour. Tu peux pas arriver dans ce genre de soirée et te dire que le mec il veut jouer aux cartes avec toi en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu vas dans ce genre de soirée, moi à l'époque j'avais un copain. Donc moi je suis partie en couple. Mais quand tu pars en tant que fille célibataire, tu t'apprêtes et tout ça, machin, tu vas dans ce genre de soirée, faut savoir qu'à un moment donné, les mecs que tu vas rencontrer, il va vous falloir quelque chose, c'est sûr. Donc quand je me suis retrouvée dans ce genre de soirée, je voyais bien que c'était pour que les gens se rencontrent et plus il y a affinité. Et quand il y a eu donc en fait ce qui s'est passé c'est que lui il avait affrété 3 avions, un de New York, de Londres et de Paris. Moi j'étais dans celui de Paris. Hein. Et donc quand on est arrivé,
Donc il y avait des fêtes tous les jours pendant une semaine. Donc de l'alcool, des substances, machin et tout. Et moi j'étais très jeune à l'époque, je crois que j'avais 21 et demi. Et à un moment donné, donc il avait fait un espèce de pitch, voilà, sur une scène. Je me rappelle, c'était ouvert comme ça, c'était un espèce de grand riad. Et devant la scène, il y avait plein de matelas, comme ça. Et en fait, les gens s'allongeaient en fait devant les matelas. Soit ils étaient debout, soit ils étaient allongés sur les matelas. Moi, j'étais allongée sur le matelas en mode sirène, hein. J'avais des talons, une petite robe et tout ça. Et lui, donc, il fait son pitch. Donc, il remerciait tout le monde d'être venu à son anniversaire et tout ça. Et à un moment donné, donc, il descend comme ça, donc, de son estrade. Et il passe comme ça. Et donc, il passe devant moi. Et en fait, il se retourne comme ça. Il recule. Et il me prend par la main comme ça, il me dit « Come with me ». Bah, moi, je suis jeune, je sais pas, je le suis. Donc, on me dit « Come with me », bah, I come. Donc, il me prend comme ça par la main et il m'emmène comme ça. Et en fait, il m'a emmené derrière, donc derrière l'estrade. Et en fait, il y avait une petite pièce. Et donc, il me dit « Stay here, I'm coming back ». Bon, moi, I stay here. Moi, tu me dis « Stay here », moi, je m'assois. Donc, j'attends. Donc, je m'assois comme ça. Et en fait, je commence à regarder autour de moi. Et lui, en fait, il part quelque part avec donc ses gardes du corps. Je suppose qu'il faisait des choses. Et je regarde autour de moi. Et donc, je vois Naomi Campbell complètement déchirée. Je vois Esther Canadas complètement déchirée, machin. 2-3 mannequins. Quelques mecs et tout ça, machin. Mais c'était plus des filles. Majoritairement, c'était plus des filles. Et là, j'ai un moment en fait de conscience. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Je me dis, mais je suis où? En fait, je suis dans une petite pièce avec des nanas à moitié déchirées. Et là, en fait, je commence à prendre peur. Je me dis, en fait, pourquoi il m'amène là, en fait? Moi, je croyais qu'en fait, il allait m'emmener dans un endroit un peu VIP où on allait boire, manger. Enfin, tu vois, comme il se passe quand il y a des soirées. Tu as souvent des petits carrés VIP où bah, tu as de la musique, de quoi manger, boire et tout. Je pensais qu'il allait m'emmener dans un truc comme ça, mais en fait, pas du tout. C'est une petite pièce avec que des nanas qui sont à moitié défoncées. Moi, je suis là. Et je dis, mais j'ai aucun rapport, en fait, avec ces filles-là. Et de moi-même, en fait, je me suis levée comme ça. Il y a un des gardes du corps, il me dit « Where are you going ?» Et j'ai fait « I'm going to toilet, sorry, machin. » Et il me dit « Ok, then coming back, ok? He's waiting for you. » J'ai fait « Ok, ok. » Et c'est là où je me suis levée, je suis partie. Et en fait, je me suis enfuie. Voilà. Et je me suis enfuie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, puisque moi, je n'étais pas là. Mais j'imagine que, voilà, à mon avis, ils n'ont pas joué au domino, quoi. Alors moi, de ce que je sais, c'est que... j'étais pas là, donc je peux pas dire ce qui s'est passé. Mais quand à l'époque, quand j'avais 20 ans, à la soirée donc, de Leonardo DiCaprio au Plaza, ils avaient privatisé tout l'étage. Hein. C'était au Plaza. Et quand on est arrivé, donc on sortait de boîte en fait, et tout le monde dit ouais, il y a un after chez Leonardo DiCaprio et tout ça. Donc tous, bah, on a débarqué chez lui. On était, je crois, une vingtaine. Il y avait des mannequins, il y avait des mecs un peu dans la musique et tout ça. Et à un moment donné, je me souviens très bien, en fait, j'étais partie vers la chaîne et je commence à changer la musique en fait. Et en fait, Leonardo, il arrive derrière comme ça. Il me demande qu'est-ce que je fais. Donc je lui dis je change la musique parce que j'aime pas la musique. Et il me dit t'aimes pas la musique? Je lui dis bah non, en fait, j'aime pas trop la musique. Il me dit bah viens, je t'emmène dans un autre endroit. Il y a une autre soirée avec de la musique qui correspond mieux à ce que tu aimes. T'aimes quoi comme musique? Je lui dis bah moi j'aime la house. Enfin à l'époque j'aimais la house. Il me dit ok bah alors viens. Et donc il me prend par la main comme ça, il me dit comme. Et après, au moment où on arrive vers la porte, en fait j'ai quelqu'un qui me tire les cheveux. C'était mon copain. Il me dit où tu vas? Alors moi je suis là, donc il me tire les cheveux comme ça en arrière et l'autre qui me tient la main. Et je lui dis bah je sais pas, il m'a dit qu'il y avait un autre endroit où il y avait de la musique meilleure qu'ici. Et il me dit mais ça va pas, tu vas pas avec lui, t'es fou quoi, t'es folle ou quoi? Et donc à ce moment-là, donc Leonardo il se retourne, il me dit mais are you coming or not? Et moi je lui dis et je regarde comme ça, tu vois, j'hésite. Et je fais no sorry I can't. Il fait ok, et comme ça il s'en va. Et lui, donc mon copain de l'époque, il est complètement énervé. Il me dit mais ça va pas, t'allais partir dans une autre chambre avec Leonardo, machin. Allez c'est bon, tous after chez moi, on s'en va d'ici. Et donc en fait on embarque la moitié des gens et on finit la soirée donc chez lui, donc chez mon copain. Moi j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois j'ai pu esquiver un peu ce genre de truc. Mais j'imagine que les filles qui étaient jeunes à l'époque, elles avaient 20 ans, hein, les gamines. Hein. Elles ont dû vivre des trucs, voilà. Après, je sais que de réputation, Leonardo, par la suite, j'ai su qu'effectivement, il était un peu mêlé dans ce genre de délire, quoi. Donc après, moi, comme j'étais pas là, je peux pas confirmer ces choses-là.
J'ai juste eu les après, en fait, les après. Moi, j'étais pas là en présentiel, donc je peux pas dire que j'ai vu ces choses-là. Mais j'ai eu des échos par la suite. Après, on n'y prête pas très attention parce que tant que ça nous est pas arrivé, on se dit, bon, bah voilà, ok, c'est des gens qui racontent des trucs, mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe parce que j'ai été un petit peu dans ce milieu-là, mais j'ai été sauvée à chaque fois par un ange gardien qui m'a, on va dire, sortie à chaque fois. S'il n'y a personne qui en parle, bah, personne ne le saura et tous ces trucs-là resteront toujours enfouis, toujours machin. Et il y aura toujours des jeunes qui vont se faire avoir. Et moi, j'ai quand même un fils. Parce qu'il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux filles, hein. Ça arrive aussi aux garçons, hein. Le truc, c'est que nous, on a des enfants. Enfin, moi, j'en ai un en tout cas. Et j'ai pas envie que ce truc arrive. Mon fils, il veut faire médecine, donc il va pas aller dans ce milieu-là. Mais sait-on jamais? Là, aujourd'hui, il est exposé dans la télévision. Sait-on jamais s'il va encore faire d'autres trucs et tout? Moi, j'ai pas envie que ça lui arrive. Donc si ce n'est pas des gens comme nous qui racontent ce genre de choses et qui mettent la lumière sur ce genre de choses qui se passent, ben, en fait, ça va toujours continuer. Donc il faut que ce genre de choses soit exposé à la lumière et que les gens témoignent. Et comme les hashtags MeToo et tout ça, où aujourd'hui, bah, maintenant les femmes, bah, les mecs, avant de mettre la main aux fesses d'une femme, bah, il va réfléchir à 2 fois. Voilà. Et c'est une évolution bah, des gens vers quelque chose de plus respectueux. Et quand tu es une gamine de 20 ans, 18 ans, 25 ans, tu n'es pas encore assez mature pour comprendre, pour faire les bons choix en fait. Donc moi j'ai eu de la chance, voilà, je suis passée au travers. Mais il y en a qui n'ont pas de chance en fait, qui n'ont pas de la chance. Et après, ils doivent vivre avec ça, ils doivent vivre avec 10 ans de psychothérapie, voire 20 ans, ils ne peuvent pas se reconstruire, ils vont reperpétuer encore toujours le même schéma avec leurs enfants et tout ça. Et non, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Alors, Maman est célèbre, quand on m'a proposé ce projet-là, pour moi c'était un super projet. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'enlever un peu l'étiquette de la fille sulfureuse que les gens avaient de moi quand j'avais 20 ans. Parce que, alors bizarrement, les gens, quand ils vous voient à la télévision, 20 ans après, ils pensent que vous êtes toujours la même. Mais non, on évolue, on devient maman, on se construit. Donc c'est bien en fait de pouvoir remontrer une image plus vraie, plus réelle, plus authentique de ce que je suis aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon donc, de 13 ans qui traverse sa crise d'adolescence. Moi aussi, hein, j'ai eu ma crise d'adolescence, j'ai eu ma période un peu dark, rebelle, où j'étais en mode pink, grunge, noir clouté et compagnie. Lui, il ne traverse pas ça, lui c'est plus le côté rébellion où il a besoin d'affirmer sa personnalité. Donc face à moi, il se confronte souvent, il n'est pas dans la soumission. Et ça, c'est moi, je laisse mon fils en fait s'affirmer. Pourquoi? Parce que s'il s'affirme pas, le problème c'est qu'il va être, comment dire, il va être soumis. Et moi, je veux surtout pas que mon fils soit soumis. Je veux qu'il puisse s'exprimer autant dans une société, autant avec les gens. Donc, quand il se confronte à moi, je le laisse me parler. Alors, j'ai reçu donc beaucoup de gens qui étaient très compréhensifs, qui avaient beaucoup d'empathie, qui disaient « Ah oui, on comprend tout à fait, on vit la même chose avec nos ados et tout ça ». Et j'ai aussi une partie de gens, ce que j'appelle les haters des réseaux sociaux, qui ont commencé en fait à le critiquer, à lui dire à me dire qu'il était irrespectueux, que c'était un sale gosse, que ceci, cela. Mais en fait, à un moment donné, il n'y a pas de mauvais enfants. Tous les enfants sont bons. Il n'y a que des mauvais adultes. Il n'y a que des adultes qui sont dans le jugement, dans la méchanceté, dans l'agressivité. C'est à vous de montrer l'exemple. Donc arrêtez en fait de critiquer, de juger un enfant qui traverse une crise d'adolescence. Pourquoi? Parce qu'il essaie de se confronter à sa mère. C'est normal, c'est essentiel pour l'évolution d'un enfant. Si un enfant en fait grandit avec la pression des parents, de l'éducation, du système scolaire qui les rendent comme des moutons, ben en fait, il ne pourra jamais s'exprimer. Donc non, il faut laisser la parole aux enfants. S'il a envie de s'exprimer, s'il a envie de me contredire, s'il a envie de dire que j'ai tort, machin, il faut laisser les enfants s'exprimer. Je ne comprends pas cette espèce comment dire, d'autorité parentale sur les enfants pour les empêcher de s'exprimer. Mais non, au contraire, c'est bien qu'il s'exprime. Je veux que mon fils s'exprime, je veux justement qu'il me manque de respect, je veux qu'il me confronte. Pourquoi? Parce que ça va développer son caractère, ça va développer sa personnalité. Et plus tard, quand il va grandir et qu'il va avoir des gens qui vont venir le confronter, il saura se défendre. Moi, si je suis là à jouer l'emprise de l'autorité, du respect, du truc, de machin,
Mais en fait, mon fils, il va jamais grandir. Un enfant, il faut savoir qu'il quitte le monde des enfants pour arriver dans le monde des adultes. Donc, quand il traverse ça, eh ben, il vit un espèce de rejet. Rejet de l'éducation, rejet de la société, rejet des gens, rejet de tout. C'est normal. Il faut juste les accompagner dans l'amour, l'empathie et la compréhension. À partir du moment où on les accompagne et non pas on exerce une pression d'autorité sur les enfants, eh ben, en fait, ils grandissent dans l'amour, la compréhension et l'empathie. Parce que une fois que la phase du rejet, en fait, elle aura terminé, parce que c'est juste passager, hein, cette période-là, et ben en fait, il va comprendre que les choses se règlent avec l'amour, l'empathie et la compréhension. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs que je lui aurais inculquées. Et ça, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. Ils sont là à mettre la pression sur les ados, sur les enfants, pour qu'ils marchent droit dans les rangs. Mais hey, les enfants, ce n'est pas des moutons. Il faut arrêter de vouloir que les enfants soient comme ça. Non, ils ont leurs humeurs. Un jour, ils vont être contents, un jour, ils ne vont pas être contents. Ça fait partie du jeu. Donc, il faut les accepter comme ils sont. Il faut les accompagner avec amour, empathie. Et ça, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, des parents s'expriment sur des réseaux en critiquant les enfants, en les jugeant, en les traitant de ceci, cela. Mais vous êtes regardés en vrai? Enfin, je sais pas, moi j'aurais honte. J'aurais honte en tant que parent, en tant qu'adulte, de critiquer un enfant alors que l'enfant traverse une crise d'adolescence et qu'au contraire, il faut justement être encore plus empathique envers lui et l'accompagner justement dans cette phase qui est difficile. Et comment voulez-vous qu'un enfant accepte le monde des adultes si déjà dans le monde des adultes, vous le rejetez? Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est à vous, en tant qu'adulte, de montrer l'exemple, de montrer aux enfants qu'ils quittent le monde des enfants, ils arrivent dans le monde des adultes, on va les accueillir avec amour et non pas avec de la haine, avec du jugement, de la critique ou des choses comme ça. Moi, j'ai vécu ça quand j'avais 20 ans. J'ai vécu les critiques, l'acharnement médiatique des journalistes et tout ça, parce qu'on a voulu me coller l'étiquette de la femme vénale, la femme sulfureuse, toutes les étiquettes, je les ai eues. Et heureusement, j'ai une éducation qui est très stable et très équilibrée, qui m'a permis de bien évoluer. Mais si vous faites ça avec les enfants, les jeunes enfants, en plus il n'a que 13 ans, mais comment vous voulez qu'ils évoluent bien en fait dans un monde d'adultes où déjà on les critique, déjà on les insulte, déjà on les met dans des cases et des catalogues? C'est pas des moutons quoi. Donc en faisant cette émission-là, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un vrai message à donner aux parents, aux adultes, qu'il fallait vraiment qu'ils changent leur mentalité. Parce que s'ils veulent que l'évolution en fait, des enfants se passe bien, il va falloir vraiment qu'ils changent eux d'abord avant de vouloir changer les enfants. Parce que les enfants, c'est des bons enfants. Tous les enfants sont bons. C'est nous qui ne savons pas comment faire avec eux. Et du coup, certains évoluent mal. La plupart des adultes qui aujourd'hui évoluent mal, c'est parce qu'ils ont été battus, ils ont été terrorisés, ils ont été critiqués, ils ont vécu des choses traumatisantes, des traumas dans leur enfance qui ont fait qu'ils sont devenus de mauvais adultes. Mais il n'y a pas de mauvais enfants. Tous les enfants, ils sont bons, ils sont innocents, ils ont cette pureté. Et c'est pour ça qu'en faisant cette émission, j'espère que les mentalités vont changer, j'espère que les haters sur Internet vont arrêter de s'acharner sur des choses dont ils ne connaissent pas le sujet. Voilà. Donc voilà, j'espère que c'est un message que je peux passer à tous les adultes, à tous les parents. Et je souhaite qu'on puisse tous évoluer dans l'amour, la compassion, l'empathie, l'accompagnement des enfants et que les gens arrêtent de critiquer, de juger, de tout ça. Parce qu'à part le côté négatif, il ne va rien en ressortir. Donc, quand vous voyez des choses, soyez empathique, regardez les choses avec amour et vous verrez que votre vision en fait va changer. C'est encore possible, hein. Je pense que c'est possible puisque moi j'ai vécu des critiques à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui j'en ai 43, j'ai bien évolué, enfin je pense en tout cas. Et donc c'est encore possible, c'est pas trop tard. Il faut juste commencer maintenant aujourd'hui à voir ce qui est négatif de manière plus positive pour ensuite que les choses évoluent de manière positive. La pensée est créative. Donc à partir du moment où la pensée est créative, c'est la vision qu'on a à l'intérieur des choses extérieures qui vont faire évoluer les choses extérieures. Je ne sais pas si on comprend là-dedans de ce que je viens de dire. Mais en gros, le message, c'est vraiment, voilà, avec cette émission, j'espère que les gens seront plus compréhensifs avec les ados. Parce qu'au contraire, les adolescents ont besoin encore plus d'amour. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « oui, lâche-le, t'es trop sur lui ». Parce que je lui donne beaucoup d'amour, comme il me rejette un peu. Au contraire, j'essaie de l'embrasser, pour lui montrer que je suis là. Et il y a plein de gens qui me disent « lâche-le » et tout ça. Mais non, non. Je veux pas qu'ils vivent dans le côté où... Moi, j'ai eu des parents très froids.
Parce que dans la culture vietnamienne, on grandit avec le côté où on ne montre pas ses sentiments. Et j'en souffre aujourd'hui. Parce que j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à montrer mes sentiments, j'ai du mal à être câline parce que j'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que mon fils, je veux pas qu'il connaisse la même chose. Donc je lui donne beaucoup de câlins, je lui dis toujours que je l'aime, tous les jours, tout ça, pour qu'il puisse ne pas vivre avec ce manque que moi j'ai eu. Voilà. Et j'espère que grâce à ça, on va pouvoir faire évoluer les générations.